On va y aller officiellement. De toute façon, comme vous le savez, ce sont des rencontres qui sont enregistrées. Alors, si jamais quelqu'un manque les premières 30 secondes, mais tient absolument à les écouter, il pourra toujours retourner les voir sur le site de Ville de la Prairie. Alors, mon nom est Pierre-Guillaume Ortubise, vice-président principal chez National. J'accompagne la municipalité dans cette démarche de consultation sur l'avenir de l'ancienne briqueterie. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième séance de présentation citoyenne des concepts d'aménagement proposés pour ce vaste terrain au cœur de votre municipalité. Vous avez probablement pour la plupart d'entre vous assisté à la rencontre la semaine dernière, donc vous connaissez le concept de ces rencontres. On a reçu 5 propositions de citoyens, d'institutions ou d'entreprises qui souhaitaient présenter au débat public leur idée, leur concept d'aménagement. On en a entendu une la semaine dernière. Vous avez pu poser vos questions. Ce soir, on en aura 2 et la semaine prochaine, 2 autres. Et ces séances ont été, sont et seront enregistrées et disponibles, comme celle de la semaine passée est disponible dès maintenant sur le site de la Ville de la Prairie. Alors, avant de vous expliquer un petit peu nos règles de fonctionnement pour la soirée, on est maintenant 66 participants et ça semble stable. Alors, c'est le moment de vous présenter pour son mot d'ouverture Monsieur le maire de la Prairie, Monsieur Donat Serre, qui va apparaître à votre écran sous peu, dès que sa caméra et son micro vont être ouverts. Et puis, quand M. le maire aura terminé son mot d'ouverture, je reviendrai pour vous présenter brièvement nos règles de fonctionnement. Alors, voilà. Donc, M. le maire, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra? Vous étiez en ligne avec moi il y a quelques minutes, ça fonctionnait. Il reste votre micro à ouvrir. Voilà, tout est beau. Alors, M. le maire, pour votre mot d'ouverture. Bonsoir à tous. Notre processus de consultation publique sur l'avenir des terrains de l'ancienne briqueterie se poursuit ce soir. Nous sommes très heureux d'entendre ces citoyens et des citoyennes engagés qui proposent des concepts d'aménagement futur possibles sur le site situé au cœur de notre ville. Permettez-moi de remercier ces citoyens qui ont accepté de partager le fruit de leur réflexion. Ils ont travaillé fort et méritent toute notre reconnaissance pour leur engagement envers l'avenir de notre municipalité. Nous entendrons ce soir Mme Danielle Pelletier et Mme Sabrina Desilets, citoyenne. La semaine prochaine, soit le mercredi 24 mars, M. Stéphane Labrie et M. Richard May du Collège Jean de Lamennais, ainsi que Mme André Gendron du projet Carrière vivante. Ils nous présenteront leur projet. Nous ne sommes pas encore à l'étape de se prononcer pour ou contre chacun de ces projets. Nous sommes là pour bien les comprendre, en posant des questions qui vont permettre de mieux nous éclairer sur chacune des options proposées. Je salue les membres du conseil municipal qui sont tous présents ce soir. Merci aussi à toute l'équipe municipale qui organise ces soirées. Alors maintenant, la parole est à vous. Je laisse M. Ortubise vous expliquer plus de détails sur le déroulement de la consultation. Merci et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, donc, écoutez, je vais faire ça brièvement parce que vous avez probablement, pour la plupart, assisté à la rencontre la semaine dernière. Alors, comment on procède? C'est la même règle applicable aux 5 présentations. Alors, on a informé chaque présentateur qu'il avait une période d'1 heure, top chrono, pour faire à la fois la présentation, mais aussi laisser du temps pour que les citoyens puissent poser des questions pour mieux comprendre le concept d'aménagement proposé. Alors, c'est 1 heure répartie à leur guise entre la présentation et les questions. Alors, chaque présentateur était libre de sa présentation, PowerPoint, vidéo, libre de ses messages, de sa durée. Donc, la forme va être différente d'une présentation à l'autre, mais je vous rappelle que c'est le fond qui est important. C'est pas la forme, c'est vraiment les idées de concepts qui sont suggérées. On leur a demandé à chaque présentateur
de garder en tête les critères que la population avait discutés l'automne dernier, des critères d'environnement, d'innovation, des critères financiers, urbanistiques, de qualité de vie, d'infrastructure, etc. Parce que c'est sur ces critères-là que plus tard dans le processus, au cours des prochaines semaines et prochains mois, on va débattre entre nous des propositions. Mais comme le dit M. le maire, on n'est pas encore rendu au temps des débats, on est rendu au temps de comprendre, écouter et comprendre les propositions que des citoyens mettent sur la table. Et pour la période des questions, ben, vous connaissez la plateforme Zoom. La meilleure façon, on l'a vu la semaine passée, c'est de poser des questions en utilisant Q&R ou Q&A, dépendant si vous êtes en français ou en anglais, et de taper votre question. Je les prends toutes. Vous pouvez aussi, si vous avez de la difficulté avec ça, ou vous souhaitez plutôt poser une question verbalement, lever la main en tapant sur le petit icône avec la main comme ça, là, que vous voyez sur votre écran. Les deux sont possibles, mais disons les questions écrites, ça permet de rouler plus rapidement. La règle, c'est le respect. C'est pas une séance où on démolit une proposition. C'est pas non plus une séance où on dit « Ah, ça, c'est super bon, on encense une proposition ». C'est pas ça le but. On n'est pas ici pour dire si on est pour ou on est contre. Puis si vous faites des commentaires « Je suis pour, je suis contre », moi, je vais dire que j'en ai reçu, mais je les lirai pas. C'est les questions que je vais lire. Alors, c'est un exercice qui est exigeant pour les citoyens et citoyennes qui ont accepté ce soir. Alors, donc, on leur lève notre chapeau, puis on va s'assurer que les questions concernent bien leur présentation, ne débordent pas sur d'autres enjeux et que ça se passe dans le respect. Peut-être une autre chose que je voudrais vous dire, on s'est fait poser la question, là, si jamais une option ne correspond pas tout à fait à la réglementation, est-ce qu'on a le droit de la présenter quand même? Oui. Monsieur le maire l'a dit plusieurs fois, toutes les options sont sur la table. Alors, il se peut que des concepts ne correspondent pas tout à fait à la réglementation, aux règles d'urbanisme, etc. Mais ça se débat, puis les villes sont là pour les changer, les MRC peuvent agir aussi. C'est possible d'imaginer des concepts qui ne correspondent pas tout à fait aux règles. Il faut juste le dire peut-être, puis ça fera partie du débat. Autre chose que je demande aux participants, à Mme Pelletier et à Mme Desilets ce soir et aux autres la semaine prochaine, c'est de ne pas faire une présentation en se servant de la présentation des autres, de dire ça, c'est mieux que la présentation de l'autre. Parce qu'on veut, pour que tout le monde ait la même chance là, dans le processus, que tu sois arrivé au début ou à la fin, c'est les mêmes règles. Donc, vous présentez votre proposition sur vos propres bases, avec vos arguments, et puis après ça, on ouvre la période des questions du public. Alors, donc, ça résume nos règles. Il est 7h10. Alors, Mme Danielle Pelletier, à qui je souhaite la bienvenue, vient d'apparaître à l'écran. Il vous reste à ouvrir votre micro, Mme Pelletier. Voilà, c'est fait. Donc, dites donc quelques mots juste pour vérifier si ça fonctionne. Oui, bonsoir. Oui. Merci. Voilà. Et puis, Mme Pelletier, vous avez une présentation PowerPoint que vous voudrez partager. On l'a aussi en backup. Si jamais j'ai entendu que vous aviez des problèmes, là, peut-être, là, s'il y a des problèmes, on va la mettre à l'écran. Alors, donc, 7h10, la parole est à vous, Mme Pelletier. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Avant de commencer à projeter la présentation, je vais juste dire un petit mot. Je m'appelle Danielle Pelletier. Je suis ingénieure électrique de formation. Je travaille présentement au métro de Montréal et j'habite la Prairie depuis 1995. Dans les dernières années, j'ai suivi des cours d'ingénierie durable, de toits verts, de permaculture et de dynamique des sols. Donc, je tiens à remercier la Ville de la Prairie pour cette opportunité de participer à la discussion. J'apporte des idées, des concepts. J'ai pas de formation d'urbanisme et j'espère que ça va contribuer à la discussion. Avant de commencer, je voudrais aussi indiquer que nous nous trouvons présentement en territoire autochtone non cédé et que nous avons la responsabilité de bien gérer ce territoire de façon à ce que chacun ait accès à un air propre, une eau propre et une terre vivante. Je vais maintenant partager mon écran.
en fait, je vais démarrer la présentation de mon côté, puis partager. C'est... OK, est-ce que je peux faire ça? Ça marche-tu? Zoom. On va prenez le temps qu'il faut, puis si ça prend une petite minute, on ajoutera une petite minute à votre temps. Ah voilà, ça a l'air correct. Ça va? Oui. D'accord. Donc, je vous présente mon proposition citoyenne pour l'aménagement de l'ancienne carrière de la Prairie. Okay. L'objectif, c'est de proposer un aménagement en ligne avec les critères énoncés par les citoyens, entre autres, éco-responsable, innovant et source de qualité de vie. Un milieu de vie agréable et innovant, c'est ce que j'essaie de proposer. Donc, comme vous voyez, je vais décrire les éléments du dessin schématique que vous voyez maintenant à l'écran. Vous pouvez constater que je parle d'une superficie d'espace vert de l'ordre de 50%. Et je vais commencer par parler du pôle intergénérationnel. Je pense que je peux pointer, qui est la partie ici. Donc, je vais commencer avec ça. On enlève. Il est bien joli le pointeur, mais OK. Le pôle intergénérationnel serait situé au cœur du nouveau quartier. S'y trouve une garderie, CPE, une école primaire, une résidence de personnes âgées et un centre multifonctionnel. Les bénéfices, c'est bien sûr, c'est l'éducation, des activités intergénérationnelles, culture et loisirs et des opportunités de bénévolat. Je m'explique. Il y a une école primaire avec sa cour et la garderie. Donc, les parents peuvent venir déposer leurs enfants aux deux endroits. C'est pratique, ils sont colocalisés. Les enfants de la garderie ont accès à un parc, à des jeux. Puis, je me base sur l'expérience que j'ai eue avec ma grand-mère, qui regardait toujours par la fenêtre, puis qui avait choisi en fait l'emplacement où elle voulait habiter en fonction de ce qu'elle pouvait regarder à travers la fenêtre. C'est un détail qui peut paraître banal, mais je pense que ça peut changer grandement la qualité de vie de colocaliser des écoles, garderies avec personnes âgées. Puis en plus, en ayant le centre multifonctionnel, il pourrait servir de centre de jour pour les gens dans la résidence et pour d'autres personnes âgées de la ville qui seraient plus autonomes et en mesure de se déplacer. Le soir, le centre multifonctionnel peut servir pour donner des activités communautaires à tout le monde. Et une chose que je trouverais vraiment intéressante, que j'aimerais vraiment savoir si ça intéresse d'autres personnes, c'est d'avoir un bistrot ou un café. Ça peut servir de point de rencontre pour tout le monde, de point de discussion. J'imagine des fois les parents, après avoir déposé leurs enfants, s'il y en a certains, soit qui font du télétravail ou qui vont ensuite retourner à la maison tout simplement, peuvent arrêter, discuter. Ça pourrait servir pour vraiment aider à tisser le lien social. Et puis, en même temps, ça peut servir de point de rencontre entre les parents et les grands-parents pour aller discuter. Donc, c'est une chose que je trouve qui manque dans nos quartiers résidentiels en ce moment. On a quand même des beaux parcs, on a plusieurs parcs, mais d'avoir un endroit un peu comme en Europe où on peut
aller, il y a toujours un petit café, on peut aller se retrouver, tous les gens du quartier, puis discuter, échanger. Oh, j'ai oublié pour le point du bénévolat, ce que je voulais dire, c'est que les enfants de l'école primaire peuvent aller faire des spectacles dans la résidence de personnes âgées une fois que la pandémie va être sous contrôle, on s'entend. Et les gens de la résidence peuvent peut-être aller s'impliquer à l'école, puis soit parler de leur passé ou des choses comme ça. Donc, favoriser le transfert d'expérience des personnes plus âgées vers les enfants qui sont souvent très... En tout cas, je sais que moi, j'ai toujours adoré quand ma grand-mère pouvait me raconter des histoires. J'aurais voulu en avoir plus, mais elle habitait très loin de chez moi. Prochaine slide. Donc, des points d'intérêt du parc, c'est ceux, je vais commencer par parler de ceux qui sont indiqués en jaune. On voit, donc, ici, MPE. Ça, c'est quelque chose, ça vient de moi. Je l'ai trouvé en regardant, j'étais intriguée par le projet du groupe Carrière Vivante. Et ils ont mis disponible sur leur site une lettre et un document du Musée de paléontologie et de l'évolution, le MPE. J'ai trouvé que c'était des informations très pertinentes et je supporte à 100% cette idée-là de profiter du fait qu'on a, au point où il y a des étoiles, des points d'intérêt au niveau paléontologique. C'est quelque chose que je trouve qui est une richesse, on en voit à peu près jamais. C'est quelque chose qu'on devrait chérir, puis communiquer, puis trouver une façon de valoriser pour que tout le monde puisse en profiter. Je pense que si on ne va pas de l'avant avec l'invitation du MPE, puis de mettre en valeur ces sites-là, on passe vraiment à côté d'une belle opportunité. Une opportunité d'éducation et d'autres bénéfices quand je vais y revenir un peu plus tard. On a aussi un grand lac. Bon, là, c'est très schématisé. Ça sera à développer. Et on voit les lettres F ici et là. C pour des forêts nourricières. J pour jardin communautaire. J'amène le concept d'un poulailler communautaire. On sait que depuis récemment, on a droit d'avoir quelques poules de façon individuelle, mais on va en reparler plus tard, il y aurait une opportunité de regarder pour un poulailler communautaire où la charge et les bénéfices seraient partagés entre plusieurs familles. On parle pas de quelque chose de très grand, on parle d'une dizaine de poules. Le S, ce serait pour, ici, le rectangle, quelque chose comme des terrains de pickleball, un terrain de soccer et une piscine qui serait publique. Donc, si on revient au lac et à la ceinture verte, c'est que tout le tour du quartier, on devrait bonifier ce qu'il y a en ce moment comme sentier multifonctionnel, qui est quand même relativement étroit. On pourrait définitivement l'agrandir, l'élargir pour qu'il serve vraiment, qu'il contribue vraiment plus aux opportunités pour des activités de plein air, la biodiversité, l'éducation, si on ajoute des panneaux éducatifs, que ce soit pour parler des essences d'arbres ou d'autres choses au sujet de la biodiversité. Puis en l'agrandissant,
plus que ce qu'il est maintenant. Ça va permettre de mieux capter les eaux pluviales et de recharger la nappe phréatique. Ça a plein de bénéfices pour ce qui est de combattre les changements climatiques et ça crée un genre de microclimat qui favorise les précipitations régulières, qui réduit aussi les problèmes de sécheresse, de canicule, les îlots de chaleur. Donc, c'est vraiment à valoriser. Pour les années qui s'en viennent, les arbres vont être vraiment la clé. Puis, le gazon, je pense que son époque est pratiquement révolue. Il faudrait commencer à penser à le remplacer par plus de vivaces, plus d'arbres, plus d'arbustes. On va y trouver une grande richesse. Le lac, lorsqu'il sera designé, on devrait s'assurer qu'il y ait des profondeurs variées, assurer un courant de convection qui va permettre d'accueillir plusieurs espèces différentes et éviter la stagnation, bien sûr. On devrait aussi favoriser la colonisation des berges par des espèces de plantes variées. Jardin communautaire, on en a déjà à la prairie. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très populaire parce que chaque année, quand j'essaye de m'y inscrire, il n'y a plus de place. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment bénéficier d'en ajouter d'autres. Puis aussi, si on parle d'un contexte où on veut peut-être avoir une certaine densité de résidence, peut-être que les terrains privés vont être plus petits, mais qu'on va s'assurer d'avoir des grands espaces verts, puis de mettre à la disposition des jardins communautaires. Donc, c'est un peu un changement de paradigme. Plutôt que d'avoir des grands terrains où on doit tondre le gazon puis faire beaucoup d'entretien, bien, on peut avoir peut-être un plus petit terrain et puis ensuite se retrouver en communauté plus pour avoir une meilleure vie sociale, faire de l'entraide. Et puis, encore une fois, c'est des activités qui peuvent être intergénérationnelles où les plus vieux, les plus jeunes se rencontrent, échangent, partagent et apprennent. Bien sûr, les jardins communautaires, ça participe à une certaine autonomie alimentaire, surtout qu'on sait que c'est le temps de planter les tomates. J'espère que tout le monde, vous avez déjà semé vos tomates pour les faire germer juste à temps. Les forêts nourricières, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore à la prairie. Bien, il y en a un petit peu. J'ai vu qu'il y a récemment, il y a quelques arbres à noix, des carriers qui ont été plantés. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, on pourrait définitivement bonifier ce concept-là en mettant colocaliser avec les jardins communautaires des arbres fruitiers, des pommiers, des arbustes comme des camérisiers. On a ça et là dans les parcs de la prairie, il y a déjà quelques arbres fruitiers puis des pommetiers. Donc, on pourrait en mettre plusieurs, colocalisés, combinés avec des vivaces, des fines herbes, où les gens, de façon respectueuse, pourraient aller cueillir puis compléter ce qui vient du jardin communautaire. On aurait des cabanons à outils collectifs avec colocalisés avec les jardins communautaires. Ces cabanons-là permettraient de récupérer l'eau de pluie qui pourra être utilisée pour l'arrosage. Puis, la fertilisation, on pourra utiliser le compost qui vient du poulailler. Pour ce qui est de la forêt nourricière, par design, une forêt nourricière n'a pas besoin de fertilisation, elle est autonome. Il y a à peine un entretien
au sujet peut-être de la taille des branches, mais on ne fait plus comme avant de traiter, puis on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Quand une forêt nourricière est bien structurée, elle s'autosuffit. Puis, il y a peu de ravageurs du fait qu'on intègre des fines herbes qui sont des genres d'herbicides naturels. Et il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ce concept-là. Moi, je l'applique dans ma cour. J'ai une dizaine d'arbres fruitiers et puis ça fonctionne très bien sans traitement. Il faut accepter qu'il y aura quand même quelques fruits piqués. Ben, ceux-là, on les laisse pour les oiseaux. On partage. Le poulailler communautaire. Donc, on parle d'une dizaine de poules, probablement. Mettons une dizaine de poules pour 4 familles qui seraient intéressées de participer au projet. Ça serait un point de départ. Donc, c'est l'aménagement d'un poulailler communautaire où les résidents participent aux soins des poules et à la collecte des œufs. La paille souillée et compostée pour servir d'engrais. On est encore dans le concept d'autonomie alimentaire, d'activité intergénérationnelle, l'éducation des enfants et l'entraide entre gens de la communauté. Je vous mets une référence ici. Il y a un collectif, les voisins solidaires, qui explique par vidéo comment ça marche, leur concept qu'ils ont utilisé. C'est les familles qui s'inscrivent. Puis ensuite, je crois que chaque famille va avoir, pour une dizaine de poules, 4 familles, 5 familles, ils ont une douzaine d'œufs par semaine et des œufs même en surplus. Donc, c'est une idée que j'aimerais explorer avec vous. Non, zone résidentielle. Là, c'est présenté de façon très schématique. Donc, au centre, c'est en vert, mais on s'entend, c'est le pôle intergénérationnel. Donc, ici aussi, il faut compter qu'il y a une résidence de personnes âgées. Les zones en bleu pâle, c'est des densités faibles pour des maisons unifamiliales, intergénérationnelles. Donc, à la base, c'est ce concept-là que je propose. Puis, les zones en bleu plus foncé, c'est des zones de densité moyenne, des maisons rangées, semi-détachées. Et élevées, là, on aurait des condominiums, des plex, puis possibilité de mettre une coop d'habitation si jamais il y a une demande à cet effet-là. Ça serait bon pour les budgets variés. Ce qu'on voudrait, ce serait d'offrir des résidences écologiques de différents types. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire par règlement ou si ça dépend de la bonne volonté des promoteurs. Il serait souhaitable, si on parle d'un quartier qui va être construit dans 6 à 10 ans, il serait souhaitable que les habitations intègrent soit des panneaux solaires ou des toits verts ou une combinaison. Parce que la situation va évoluer. Il faut qu'on pense d'avance vers où les habitations doivent évoluer. Il faut être innovant, il faut penser un petit peu différemment de comment on a pensé jusqu'à présent. Je crois aussi qu'il serait temps de penser au recyclage des eaux grises. Donc, c'est une chose qui se fait présentement de façon individuelle. Par contre, si on se projette dans le futur, si dès la construction des nouvelles résidences, il y aurait une canalisation indépendante
entre les eaux grises et les eaux usées, ça nous donnerait des opportunités de recyclage des eaux grises. Je vais en reparler un peu plus tard pour plus de détails. Mais le point, c'est d'y penser dès le début, au moment de la construction. Pour le transport en commun et les voies de circulation, je pense qu'il serait bien d'avoir des grands axes avec des ronds-points usagés, donc 4 grands axes. Je me suis basée sur l'étude de circulation mise disponible par la Ville de la Prairie pour les entrées des 4 grands axes, avec un genre de boucle pour la circulation. Et pour ce qui est des accès aux résidences, là, ça se ferait par des plus petits chemins. Donc, en soi, il n'y aurait pas de... Les habitations ne donneraient pas sur les grands axes. À partir des grands axes, accéder à des rues secondaires. Puis là, avoir un rond-point avec de la verdure encore, puis les maisons disposées autour. Bon, on s'entend, je ne suis pas urbaniste. Je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais le point que je veux amener, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de fluide, puis d'organique. Pas nécessairement quadrillé comme en Amérique du Nord, on fait beaucoup de quadrillés, mais je pense que c'est une chose que j'aime beaucoup de la Ville de la Prairie et comment l'urbanisme est fait dans les dernières années, c'est que les tracés, c'est quand même c'est organique. Il y a quand même beaucoup de petits des petits ronds, des petits coins verts avec les maisons autour. Ça permet aux enfants d'aller jouer de façon sécuritaire. Je trouve ça absolument excellent. Puis j'espère que la Ville va continuer à faire ça pour le nouveau quartier. Commerce de proximité. Donc, il serait souhaitable de rapprocher les commerces essentiels à la santé, puis aussi pour une population vieillissante. Donc, les services d'optométrie, de pharmacie, puis un mini-marché, un petit peu plus qu'un dépanneur, disons, mais qui remplacera jamais une grande épicerie. Mais quelque chose qui permet, à distance de marche, parce qu'on parle ici d'un quartier qui est à peu près 1 kilomètre par 1 kilomètre, ou c'est 1,5 kilomètre dans ces eaux-là. Donc, c'est des choses qui se marchent très bien. C'est des commerces qui seraient utiles à toutes les générations, qui offrent une qualité de vie, qui augmente la qualité de vie, auquel on aurait accès en transport actif comme en transport en commun. Donc, de ne pas avoir juste un quartier résidentiel, mais vraiment multifonctionnel, où on aurait un esprit vraiment favoriser un esprit communautaire. Un réseau de sentiers verts. Donc, ça, c'est un point que je trouve aussi très important à souligner dans ma proposition. C'est un réseau de sentiers verts entre les habitations qui donnerait accès à tous les points d'intérêt. Les bénéfices, ce serait pour le transport actif, la capture des eaux pluviales, réduction des îlots de chaleur et écran entre les habitations, de même que la biodiversité. Je m'explique. Il y a le réseau des routes et des rues pour les automobiles, puis un réseau vert qui est comme superposé. Puis, pourquoi j'ai pensé à ça? C'est en discutant avec mes voisins, toujours, je les entends mentionner qu'ils veulent planter des arbres pour avoir de l'intimité. Mais à chaque fois qu'on veut planter des arbres, en
fond de terrain, il y a soit l'emprise d'Hydro-Québec ou la clôture sur laquelle on ne peut pas coller des arbres. Donc, on a un problème. Fait que je voyais d'une pierre plusieurs coups. Si on avait une bande de, je ne sais pas moi, je pense que la dimension que j'ai mise, c'est à peu près 10 mètres. Si en arrière de terrain, on prévoyait toujours une bande de 10 mètres de verdure. On y met des arbres, on y met un sentier. On s'arrange pour interconnecter toutes ces bandes-là. Bien, tout d'un coup, on a une façon complètement différente de se déplacer. Ça augmente, ça multiplie les réseaux de sentiers où on peut se promener, tout en ayant de l'intimité entre les maisons. En plus, l'eau de pluie, l'eau de ruissellement là, qui coule des toits, qui coule dans les gouttières, puis qu'on est toujours en train de renvoyer vers la rue, puis qui s'en va dans les égouts pluviaux, bien, à la place, maintenant, on pourrait les envoyer vers cette bande verte-là, puis que ça soit capté. Ça réduirait de beaucoup le débit dans les égouts pluviaux, puis ça contribuerait encore à combattre la sécheresse, les canicules. Je pense que ça serait vraiment une option à regarder. Je vois plein de bénéfices. Il y a toujours un coût, mais je crois que les bénéfices excèdent grandement les coûts. Finalement, je voudrais parler un peu du recyclage des eaux grises. C'est quelque chose en ce moment qui a beaucoup de recherche qui se fait. Personnellement, je vais commencer un DESS à l'École polytechnique cet automne à temps partiel pendant que je vais continuer à travailler à la STM. Parce que j'en ai discuté avec le professeur là-bas qui fait des recherches justement sur le recyclage des eaux grises. J'ai aussi discuté avec les gens à la STM. On fait déjà, donc ça existe le recyclage des eaux grises. Juste un rappel, les eaux grises, c'est l'eau qui s'écoule des douches, lavabos et électroménagers. Donc, grosso modo, c'est de l'eau avec du savon, puis probablement un petit peu de peau morte, puis peut-être quelques particules du lavage de la vaisselle. Donc, c'est pas très sale. Ça demande pas tant de nettoyage, de filtration que ça. Donc, si on regarde à la STM, ce qu'on fait, c'est toute l'eau de lavage des autobus et des métros, elle est récupérée, décantée dans 2 bassins de décantation. Puis ensuite, il y a des filtres cyclones pour séparer, je pense qu'on pourrait dire ça, séparer les dépôts de l'eau. Puis ensuite, on peut réutiliser l'eau pour les autres lavages d'autobus et de métro. Donc, on se trouve à sauver 75% de l'eau en faisant ça. Puis, on est encore juste au balbutiement. On a, sur 10 installations de lavage, je crois qu'on est rendu à 3 ou 4 qui sont en cours, qui sont établis et qui fonctionnent. Puis, à chaque année, on en ajoute d'autres. Donc, c'est quelque chose qui est en voie de développement. Puis, je pense qu'encore une fois, si on se projette dans 10 ans, je suis certaine que la technologie va être grandement améliorée, simplifiée et beaucoup plus accessible. Puis, peut-être que je vais pouvoir y contribuer avec mes études, mais dans tous les cas, on a au moins le Cégep de Saint-Laurent, puis l'École polytechnique, qu'on sait que dans la ville de Montréal, déjà, ils font des recherches là-dessus. Ils développent des procédés. Donc, ma proposition, et si vous entendez quelqu'un qui éternue en arrière, c'est mon chien. Je suis désolée. On sait que c'est les plaisirs de Zoom.
Donc, ma proposition, c'est un réseau municipal de collecte des eaux grises, des habitations vers une station locale de traitement des eaux, qui est identifiée par la lettre U dans le schéma, ici. Puis, l'eau, une fois traitée, serait retournée vers les habitations pour l'utilisation sanitaire, c'est-à-dire que les eaux grises, une fois filtrées, traitées, peuvent être réutilisées pour les toilettes, tout simplement. Parce que c'est, dans le fond, on peut se dire que c'est une aberration d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. Et je suis convaincue que dans le futur, c'est quelque chose qu'on va cesser de faire. Puis je propose qu'on regarde dès maintenant des solutions pour le nouveau quartier à ce niveau-là. Les bénéfices seront de réduire la consommation d'eau, d'être plus résilient en cas de pénurie d'eau, de canicule. On a déjà, je crois, la compétence des employés de la ville pour le traitement de l'eau avec la station d'épuration de l'eau qu'on a à la Prairie. Et c'est, je crois, définitivement un projet innovant. Dans les documents mis à notre disposition par la ville, dans le plan directeur de l'aqueduc, il était indiqué que la capacité de l'usine de traitement de l'eau de la ville sera dépassée vers 2030. On est présentement en 2021. Donc, à peu près au même moment où le quartier va se construire, la capacité de l'usine de traitement d'eau de la ville serait dépassée. Il y aura peut-être une opportunité là, plutôt que d'augmenter la capacité de traitement de l'eau de la ville, de construire une plus petite station, plus simple, de recyclage des eaux grises dans le nouveau quartier. C'est à bien y penser. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Je vous remercie pour l'opportunité. J'espère avoir contribué à la discussion. Puis, je suis convaincue qu'en mettant toutes nos idées ensemble, on va avoir un bien meilleur projet. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va bien plus loin. Merci. Maintenant, je dois savoir comment on fait pour arrêter ça. Merci beaucoup, Madame Pelletier, pour cette présentation de votre concept d'aménagement. Très intéressante. Et là, les questions commencent à rentrer. Alors, je rappelle, il est 8h moins quart. On en a jusqu'à 8h10. Alors, j'ai des gens qui vous remercient pour la présentation. Puis j'ai déjà une question de Saut, trait d'union, pas. Vous parlez d'élargir le sentier existant et adjacent à l'ancienne carrière. En passant, vous n'êtes pas obligé de fermer la présentation. Si jamais des gens veulent y retourner et s'y référer, vous pourrez nous la montrer. Alors, je répète la question de Sopa. Vous parlez d'élargir le sentier existant et adjacent à l'ancienne carrière. Cela impliquera sûrement l'abattage d'arbres. Avez-vous évalué cette perte et comment vous assurez de la remplacer? Probablement que je me suis mal exprimée. C'est pas le sentier que je vais élargir, c'est la bande verte. Si je peux trouver... Est-ce que mon écran est toujours partagé en ce moment? Moi, je vois un écran bleu. Non, je pense qu'il n'est pas partagé, mais la réponse est claire, à moins que vous ayez besoin de la carte pour la montrer. Non. Moi, je suis plutôt comme idée fixe. Je pleure quand on coupe des arbres. Fait que non, définitivement pas. Puis même, quand on parle de sentier, ma vision d'un sentier, c'est plus une vision de
mettre du paillis puis du BRF au sol, puis d'avoir le maximum d'arbres. Le maximum d'arbres qu'on peut mettre, je serais très, très, très heureuse. Merci. J'ai une question de Quentin Gravel. Considérant qu'il reste peu d'espace voué au développement immobilier et donc à des revenus, qui assumerait la différence des coûts de développement de ce projet? Je ne sais pas quoi répondre, dans le sens, mon concept, c'est que le concept que je propose, je vois bien qu'il va contre des arguments économiques. Puis, ce que je souhaite, c'est qu'ensemble, on va arriver à trouver une bonne balance entre l'économie et la nature. Merci beaucoup. J'ai une question d'Alexandra. Très belle présentation, très intéressante. Sa question, combien de citoyens additionnels envisagez-vous dans ce nouveau quartier, dans votre proposition? J'ai fait l'exercice et j'avoue que je vais essayer, comment je fais pour partager, là? Je vais regarder ça. Comment on fait? J'avoue que je ne sais pas. Ah, vous voyez un écran bleu, donc OK, c'est ça que vous voyez. Donc, si je fais juste redémarrer comme ça, est-ce que ça marche? Voilà. Oui, ben là, on voit un exemple de division des terrains. Oui, c'est ça. Donc, j'ai essayé de faire l'exercice. Encore là, je vous dis que je ne suis pas une urbaniste du tout. J'ai regardé, je me suis basée sur la grandeur des terrains que j'ai vus à Oakville, en Ontario, parce que j'ai des amis là, j'ai visité, puis j'ai trouvé que les terrains étaient petits, comme 2500 pieds carrés, mais pourtant que c'était très agréable parce qu'il y avait des grands espaces verts communs. Donc là, j'ai même j'ai essayé quelque chose avec des dimensions de 3800 pieds carrés, 6000 pieds carrés, ensuite 2600. Puis pour la densité 3, ben là, j'ai regardé qu'est-ce qui s'était fait dans Symbiocité, puis j'ai juste essayé de reproduire la même dimension. Et on voit que comme on arrive à 624 portes, on s'entend, quand je suis arrivée à ce chiffre-là, j'ai dit, ouais, probablement que ça tiendrait mal la route, mais on pourrait jouer avec les densités, puis je ferai confiance aux urbanistes là-dessus pour arriver à un autre, soit un autre chiffre, mais tout en essayant de garder une empreinte verte. Dans le fond, mon idée, ça serait peut-être d'augmenter la densité, réduire les terrains, mais essayer de garder une empreinte verte entre 30 et 50%. Merci beaucoup. Alors, je rappelle toujours que vous pouvez poser des questions. J'ai Monsieur Roy qui me dit, Monsieur Urtubis, on voit vos réponses personnelles. Alors, j'en profite là, pendant que je n'ai pas de questions, Madame Pelletier. Alors, j'en profite pour dire, Monsieur Roy, que imaginez-vous donc que j'ai découvert avant la rencontre que Monsieur Scott connaissait ma mère, votre conseiller municipal. Alors, il m'a envoyé un petit message sur mon petit chien quand j'étais petit. Alors, je lui ai répondu. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que M. Roy a vu la réponse, mais c'est ça l'histoire. Alors, voilà. Donc, il reste encore un peu de temps. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions. Madame Séguin vous remercie pour vos idées inspirantes et innovatrices, mais je n'ai pas d'autres questions. Alors, je fais un dernier appel et si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous remercier pour cette présentation et tout le travail que vous avez fait pour la préparer. Puis, il y a beaucoup de commentaires, là. Je ne suis pas supposé faire les commentaires, mais il y a beaucoup de gens qui disent merci, belle présentation, merci beaucoup, etc. Mais c'est super gentil. Merci beaucoup. C'est super gentil parce que effectivement, c'est
c'est inhabituel, mais il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup de tous les commentaires. Merci. Alors, au nom de tout le monde et de la municipalité, je vous remercie de votre contribution à ce débat-là. J'informe tout de suite Mme Desilets qui est, je pense, parmi nous, qu'elle va pouvoir donc commencer sa présentation quelques minutes avant. Donc, c'est-à-dire maintenant, si elle est parmi nous. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Au revoir. Et Simon, que je remercie, qui est mon collègue Simon Leblanc, qui nous aide avec la gestion technique. Peut-être pourrais-tu retrouver dans la liste Mme Sabrina Desilets, je la vois qui apparaît à l'écran. Son image est là. Est-ce que votre son fonctionne, Mme Desilets? Est-ce qu'on m'entend? On vous entend très bien. Super. Okay. Alors, vous connaissez nos règles, je n'ai pas besoin de les répéter, c'est depuis le début. Alors, il est 8 heures, comment on dirait ça, 7h52. Donc, c'est le début de votre présentation de la période d'1 heure. Alors, je vais aller chercher mon support visuel d'abord. Oui, effectivement. Puis vous pourrez dire quelques mots pour vous présenter. Oui, bien sûr. Je vais considérer ça. Est-ce que... On la voit. Si vous la mettez plein écran, on va la voir plus grand. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Est-ce que vous voyez ma partie, l'image noire ou l'image plein écran? Non, là, ce qu'on voit, on voit votre page titre, le cœur de ma ville, mais on voit aussi la diapositive suivante. Alors, j'imagine que vous pouvez peser plein écran et faire apparaître que votre diapo. C'est dans ton PowerPoint. OK. Basculer. OK. Est-ce que c'est la bonne... Voilà. Là, c'est le cœur de ma ville, présentation d'une proposition d'aménagement. OK. Mais c'est dans une autre ville que la Prairie, non? C'est pas la bonne présentation. Non, je vous tire la pique, là. C'est la bonne. OK. Allez-y, donc, il est 7h54, le temps que vous ayez mis ça à l'écran. Et puis, donc, je vous laisse vous présenter et faire soumettre votre proposition et répondre aux questions des gens. Okay. Super. Merci, justement. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir, en fait. C'est quand même un grand jour pour moi parce que j'ai enfin l'occasion de vous présenter ma vision. Puis, je vais faire tout mon possible pour vous la transmettre, possiblement réussir à vous faire rêver un peu. Je vous avoue que je suis un peu nerveuse, mais je pense que ça va bien aller. Donc, je vous présenterai ma proposition d'aménagement, le cœur de ma ville. Donc, qui suis-je? Je vais commencer par me présenter, bien sûr. Je m'appelle Sabrina Desilets. Je suis d'abord une citoyenne de la Prairie comme vous. Puis, depuis 2020, je suis étudiante au baccalauréat en génie chimique à Polytechnique Montréal. Et je suis vraiment une passionnée des milieux de vie depuis que j'ai suivi un cours sur le développement durable urbain au Cégep Édouard-Montpetit. Puis, en fait, une première chose que je peux vous dire avec ce que j'ai appris sur le génie et le développement durable urbain, c'est que pour un projet de telle ampleur, c'est essentiel qu'on aille chercher toute l'expertise disponible. Toute. Là, je parle vraiment d'ingénieurs, mais d'urbanistes, d'architectes et d'experts des villes, de la mobilité et du développement durable. C'est vraiment essentiel. Puis, en 2 ans de recherche et d'études, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai tellement appris, puis ma vision de la façon idéale d'aménager l'ancienne carrière a vraiment beaucoup évolué aussi. En fait, mes nouvelles connaissances ont changé mon interprétation des besoins d'une ville, de la définition d'un bon milieu de vie de qualité, donc la qualité de vie, et de c'est quoi qui est réellement durable et écologique. Donc là, je vous le dis, les questions que vous allez vous poser ce soir-là, je me les suis probablement déjà posées. Puis c'est exactement pour ça que je veux vous amener à voir mon processus de réflexion. Puis c'est pour ça que je veux en parler ce soir, du développement durable. Donc, j'ai commencé à travailler sur ma vision il y a 2 ans, en fait, quand j'ai vu un article sur Facebook comme quoi il y allait avoir des consultations publiques au sujet de la carrière. Et je voulais m'impliquer. C'est sûr que j'allais m'impliquer. En fait, c'est tellement important pour moi, cet endroit-là. Juste quand j'étais petite, ma mère, elle m'amenait justement dans les roches pour essayer de trouver des fossiles, choses comme ça. Puis encore aujourd'hui, là, je me ramasse tout le temps à admirer la vue sur la carrière pendant la journée ou surtout genre, à l'heure du coucher de soleil. Je pense qu'on est nombreux à faire ça. Donc, c'est pour ça que je tenais autant à m'impliquer pour la décision de qu'est-ce que la carrière va devenir. Donc, il y a 2 ans,
j'ai participé à la fondation du collectif Laprairie pour un développement responsable. Et exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. C'est pour partager ma vision, pour montrer l'ampleur, la diversité des possibilités qui s'offrent à nous, puis aussi pour vous inspirer, vous, parce que j'ai tellement d'idées, puis je veux vous inspirer, vous les citoyens, à ce qu'on soit ensemble ambitieux, rassembleurs et innovateurs. Donc, je me lance. Ici, vous reconnaissez bien, j'ai très souvent regardé cette image-là, moi, de Google Earth. On a la ville de la Prairie avec, en rouge, la zone urbaine de la Prairie. Et là, qu'est-ce qu'on voit au centre? On voit au centre, le carré bleu, on voit un trou. Oui, c'est la carrière, mais c'est un trou. Donc, je vous pose la question. Où est le cœur de ma ville? Il est où? Il n'est pas là. Mais logiquement, c'est logique, il devrait être là, il devrait être au centre de la ville. Donc, le cœur de ma ville devrait être au centre de la ville et connecter les quartiers, redonner vie à la prairie. En fait, c'est exactement la vision que je propose. Donc, on veut redonner vie à notre ville en attirant nos propres citoyens chez nous. Donc, on veut permettre aux citoyens de pouvoir vivre à la prairie. Donc, manger, dormir, mais aussi étudier, travailler, acheter et s'amuser à la prairie. Tout ça. Et ensuite, on veut faire de la prairie une ville belle, innovatrice et exemplaire pour le développement durable. Une la prairie qui va certainement nous rendre fiers. Bon. OK. Donc, après avoir présenté des principes de base sur le développement durable urbain, puis après avoir bien défini la problématique, je vais vous présenter la solution Le cœur de ma ville avec de nombreux lieux inspirants. Puis à la toute fin, on va voir une inspiration en particulier que je trouve vraiment très marquante. Puis sinon, j'en ai d'autres que je pourrais vous en parler peut-être dans la période de questions si ça vous intéresse plus. Choses comme ça. Sinon, je vous invite à prendre en note le numéro de la diapositive en bas, ou s'il n'est pas visible, vous pouvez prendre juste le titre de la diapositive. Ça va beaucoup m'aider à répondre aux questions tantôt. Donc, on se lance. Donc, le développement durable urbain. Je pense que c'est un concept qu'on connaît quand même très bien. On a quand même beaucoup parlé de nos jours. Donc, c'est un développement qui concilie environnement, société, économie pour répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux des générations futures. Puis le fait que ça soit du développement durable urbain, c'est vraiment que ça s'applique à nos villes. Donc ça, c'est à la fois une science et un art de créer des milieux de vie de qualité. Puis on voit justement des indicateurs à différentes échelles. Premièrement, l'échelle microscopique, c'est l'échelle du bien-être de la communauté. Donc vraiment du citoyen, en fait, comment il se sent dans nos rues, vraiment à échelle humaine. Ensuite, si on grossit un peu notre échelle, on voit l'échelle de la connexion de la mobilité. Donc, ça, c'est tous les transits, les connexions entre les lieux d'intérêt, comment on se déplace dans la ville. Et ensuite, le plus gros facteur, c'est la forme urbaine, à la vue macroscopique. Donc, c'est ça vraiment la vue du ciel. Et la forme urbaine, ça influence tellement de choses. Et là, juste pour qu'on soit sûr de c'est quoi la forme urbaine, je vous invite à regarder l'image à droite. Donc, New York, Tunis, Paris, Atlanta. Ça, c'est des formes urbaines. Puis on s'entend que c'est toutes des images différentes parce qu'ils ont des formes urbaines différentes. Donc, ils vont permettre un mode de vie des citoyens qui est différent. Donc, entre autres, ça influence la densité, les distances à parcourir, et ainsi les choix de mode de transport, les choix de mode de consommation, dépendamment de qu'est-ce qu'on offre, c'est quoi les commerces qu'il y a à proximité. Encore là, la séparation des espaces, ça sépare qu'est-ce qui est privé, les espaces publics, donc ainsi la vie communautaire, et l'accès à la nature. Est-ce qu'on a la nature qui est présente dans la communauté? Puis comment on se sent? Est-ce qu'il y a de la beauté grâce à la forme urbaine? Donc, si on parle de la forme urbaine de la prairie, okay, la prairie, en fait, c'est basé vraiment sur l'urbanisme fonctionnaliste, particulièrement les nouveaux quartiers, surtout résidentiels. En fait, ça ne s'applique pas aux vieux la prairie. Mais l'urbanisme fonctionnaliste, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'urbanisme qui qui sépare vraiment les fonctions. Et des fonctions, ça peut être résidentiel, commercial, industriel. Puis le but, c'est vraiment de les séparer. Puis le fait, qu'est-ce que ça crée, ça? C'est des quartiers résidentiels vraiment très éloignés des commerces, très éloignés des gens ou des lieux où est-ce que les gens travaillent. Puis, en fait, c'est basé sur l'idée que tout le monde peut utiliser sa voiture.
mais c'est un cercle vicieux parce que les quartiers sont conçus pour accueillir des voitures, mais c'est totalement défavorable à l'utilisation de la mobilité durable. Donc, ça crée une dépendance à la voiture. Puis en fait, qu'est-ce qu'on observe comme mode de vie des situations, des citoyens, excusez. C'est vraiment un mode de vie assez individualiste. On a chacun notre terrain, notre maison, notre piscine, notre gros garage avec notre cour, notre patio. D'une façon, on pourrait croire que c'est un certain idéal d'avoir son petit chez-soi très intime, très fermé. C'est sûr que c'est confortable, mais en vérité, pourquoi ça s'est créé comme ça? C'est que on était tellement loin de la communauté, on est loin des services, des commerces, on est loin de la piscine municipale. Donc, on recrée notre maison chez nous pour avoir notre confort, pour avoir notre abondance, nos services. Donc, en fait, il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait faire. Puis le quartier résidentiel traditionnel, ça contribue à l'étalement urbain, à la dépendance à la voiture, qu'on sait qui est vraiment néfaste pour plein d'aspects de l'environnement. Donc, voilà. Ensuite, le débat de la densification, je trouve ça super important de l'aborder, ça. En fait, je sais que la densité, le mot densité, c'est un mot qui fait peur. En fait, je me mets à votre place. Je vous l'ai dit que les idées ont évolué. Moi, il y a 2 ans, là, le mot densité, ça me fait penser exactement à l'image 4, l'image à droite. Là. Donc, je vois des maisons toutes pareilles. C'est gris, c'est asphalté. Ça a l'air sale, ça a l'air vraiment comme robotique, totalement impersonnel. Ça n'a vraiment pas l'air vivant. C'est tellement pas beau, je trouve. Puis c'est sûr, puis je vous explique pourquoi, OK? Parce qu'ici, oui, on a utilisé la densité. On a dit, on va faire des multilogements. Mais en fait, pour une recette de milieu de vie de qualité, c'est une recette, en fait. C'est comme faire un gâteau. Ça prend plein d'ingrédients bien combinés. Donc, la compacité, la mixité, la présence de la nature, la densité, la proximité des services, un bon dosage entre l'espace privé et public, l'échelle humaine, l'architecture, etc. Donc, c'est tout ça que ça prend pour faire notre gâteau. Mais bon, si on prend juste de la farine, ça paraît simple comme métaphore, là, mais si on a besoin de tous les ingrédients, puis on prend juste un ingrédient, de la farine, ça ne fait pas grand-chose. Donc, ce que ça donne, c'est exactement l'image 4. Il n'y a pas de qualité de vie, c'est pas un milieu de vie de qualité. Puis, en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si on a la densité, c'est pas un compromis, c'est tous les ingrédients ensemble qui s'assemblent et qui font quelque chose de génial. Et je vous explique, entre autres, quels sont les bienfaits de la densité, en fait. Là, je vous invite à regarder l'image au bas. On a comme 3 modèles comme de petits quartiers. Puis, je vais vous faire remarquer que ces 3-là, on a une grande tour à condo, on la reconnaît, quelque chose de très bas, mais qui occupe plus d'espace à l'horizontale, en blanc, au centre, et ensuite, quelque chose de plus intermédiaire. Ces 3-là, c'est toute la même densité. C'est toutes 76 logements à l'hectare. Donc, la densité, c'est pas la qualité d'un milieu, là. C'est vraiment pas ça. C'est pas la hauteur non plus, la densité. La densité, c'est le nombre de logements à l'hectare. Puis en fait, je vous fais réaliser, plus qu'on a de logements à l'hectare, plus qu'on a de payeurs à l'hectare, et plus qu'il y a des gens qui payent à l'hectare, ça veut dire qu'on a plus d'argent, plus de budget pour apporter des services, pour les services municipaux comme l'éclairage et les égouts, mais aussi pour des parcs, pour des espaces publics. Donc là, ce que je vous fais remarquer justement, c'est un espace avec la grande hauteur, il n'occupe pas beaucoup, donc le premier, la grande hauteur, il n'occupe pas beaucoup d'espace horizontal, mais il y a beaucoup d'espace de libre pour faire autre chose. Ici, on met un stationnement. Moi, je n'aurais pas mis un stationnement, mais comme ils veulent, ça dépend des modes de transport qu'ils veulent favoriser. Ensuite, il y a la faible hauteur. Là, on peut remarquer que justement, ça ressemble beaucoup à nos quartiers à nous. C'est toutes des maisons unifamiliales avec chacun son terrain, faible hauteur, donc 1 ou 2 étages, puis sont les espaces collectifs. Des grands parcs et des grands espaces publics, il n'y en a pas ici parce que c'est pas rentable. Il n'y a pas une assez grosse densité. Puis, en fait, c'est ça que ça donne, justement, que c'est pas assez rentable à cause de la densité qui est répartie à l'hectare. Donc, c'est souvent ça qu'on retrouve. Puis ensuite, la moyenne hauteur, on voit que c'est un peu plus équilibré. C'est quand même à échelle humaine, en fait.
la hauteur paraît pas tant que ça parce qu'on a juste 3-4 étages. Puis, on voit différents types de logements. Puis, on a quand même accès à un grand espace, un grand parc. Puis, je pense que c'est ça l'équilibre qu'on doit aller chercher. C'est ça l'idéal, un bon équilibre. Donc, je continue là-dessus. Donc, en bref, le développement durable urbain, c'est une forme urbaine qui est planifiée et optimisée pour mettre fin à l'étalement urbain et pour diminuer l'urbanisme fonctionnaliste. Et justement, en considérant la densité, la compacité, la mixité, etc., tous les aspects pour rendre un milieu de vie de qualité. Ensuite, bien sûr, il faut considérer la beauté, la nature pour contribuer au bien-être et à la cohésion sociale. Donc, maintenant, on passe à la problématique qu'on va définir ensemble. 3 aspects, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc, hier, comment notre identité va nous définir. Ensuite, aujourd'hui, nos besoins, comment qu'on observe la ville, puis qu'est-ce qu'on retient de ça, notre diagnostic vraiment, des failles et des bons coups, bien sûr. Et ensuite, demain, qu'est-ce qu'on anticipe du futur, puis qu'est-ce qu'on voit comme contraintes et opportunités qu'on devrait considérer. Donc, l'histoire de la prairie. En fait, on a quand même une grande histoire. On a été un port, un endroit portuaire très important. Et aussi le premier chemin de fer au Canada. Il y a plein d'industries qui se sont installées à la prairie parce que c'était un très bon endroit géographique pour ça. Entre autres, depuis 1872, la briqueterie a fait vivre plus de 100 000 familles à la prairie. En fait, il y a 100 000 familles et plus qui se sont investis, qui ont mis leur cœur, leur énergie dans cette briqueterie-là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas juste l'enterrer, justement, cette briqueterie-là. Pour vous faire réaliser à quel point que c'est marquant, l'importance de la briqueterie, c'est que vers les années 1900, il y avait 4000 habitants à la prairie. Donc ça, ma source, c'est Gaétan Bourdage, la Société d'histoire. Donc, 4000 habitants à la prairie. Et on avait 700 employés, 700 hommes qui travaillaient à la briqueterie. Donc, 700 hommes sur une population de 4000 habitants, c'est énorme. C'était le cœur de la ville, la briqueterie. Donc, bref, on continue là-dessus, mais c'est vraiment important comme endroit. Et quelque chose que j'ai malheureusement pas pu connaître, mais que ça me rend un peu nostalgique, même si je l'ai pas vécu. En fait, c'est mes grands-parents qui me racontent que dans les années 50, c'était tellement vivant à la prairie. En fait, il y avait plein d'activités, il y avait même des visiteurs. Je sais pas si c'était du tourisme ou quelque chose, mais il y avait des hôtels, des endroits pour danser, plein d'événements communautaires que les agriculteurs y organisaient. Il y avait plein d'industries et de commerces, donc ça roulait beaucoup, c'était vivant. Et il y avait même une piste de course de chevaux, en fait. Donc, je suis un peu déçue d'avoir vécu ça. Après, dans les années 70, avec l'étalement urbain, la ville de la Prairie est devenue plus une ville dortoir. Puis, elle a perdu un peu cette vivacité, mais je pense que ça fait quand même partie de notre identité, puis c'est possiblement quelque chose qu'on pourrait retrouver dans le futur. Ensuite, diagnostic. La forme urbaine qui favorise l'auto-solo. Mais ça, c'est marquant, là. Je veux dire, ça influence les distances à parcourir dans tous les autres moyens de transport. La connectivité entre les lieux d'intérêt. Ensuite, juste vous faire réaliser, là, les artères commerciales peu attrayantes ou sécuritaires pour piétons et cyclistes. Là, vous vous reconnaissez, là. Imaginez-vous marcher sur le trottoir de Saint-Jean ou de Tachereau. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Pas du tout. Est-ce qu'on se sent attiré? Pas du tout. Puis c'est triste parce que, justement, il y a plein de commerces, déjà, de mes jeunes yeux, j'ai vu plein de commerces intéressants s'installer, puis j'avais le goût d'y aller, mais ils n'ont pas duré. Ils ont fait faillite, justement, parce que c'est la forme urbaine, c'est les rues qui sont pas optimales pour ça, justement, parce qu'ils sont tellement axés sur la voiture. On est attiré vers l'extérieur de la ville, rapidement vers les autoroutes. Mais donc, c'est facile d'aller à Brossard, facile d'aller à Montréal. Mais qu'est-ce qui nous attire chez nous? Qu'est-ce qui nous fait aller acheter chez nous? Donc, c'est sûr qu'on a le Vieux-la-Prairie qui est très intéressant. Mais pourtant, il est tellement éloigné, il est un peu difficile d'accès, vraiment en périphérie de la ville, alors qu'on voudrait que ça soit central. Donc, bref.
Avec ça, on a un faible sentiment d'appartenance, une faible participation citoyenne. Le réseau de transport en commun, bien sûr, avec une forme urbaine basée sur l'auto-solo, puis des quartiers résidentiels traditionnels avec des rues alambiquées, tellement de détours, c'est pas efficace. Ça marche pas. Encore un autre point, la nature qui est plus mise en valeur et accessible. Ça, en fait, c'est que j'ai observé sur Google Maps, puis j'ai réalisé que la prairie, on est entouré de nature. On a le fleuve, on a la rivière Saint-Jacques avec la forêt. Puis avant, mettons, avant qu'il y ait Saint-Biosité, il y avait un boisé. C'est pour ça que j'habite dans le Grand Boisé, moi. Donc, avant, il y avait un boisé. Là, il est de moins en moins gros. Mais justement, la forêt, maintenant, qui est de l'autre bord de la 30, puis elle n'est pas mise en valeur, elle n'est pas accessible. Donc, je comprends qu'on a le désir d'avoir plus accès à la nature. Mais pourtant, elle est déjà autour de nous. Donc, ça, c'est probablement le sujet d'une autre consultation publique. Là, donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais bon, donc, prochain point, offre de services publics inférieurs aux besoins. Ici, là, des fois, mettons, selon mes sources, de la MRC, mettons. Là, il y avait la santé, on avait plus de services nécessaires, mais les écoles, justement, ça, c'est un point qui revient beaucoup, le nombre de places dans l'école qui est disponible. La bibliothèque, qu'on veut améliorer, puis qui est peu accessible, justement, dans la prairie aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on a amélioré. Puis mon point, peut-être plus personnel à moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'hôtel de ville, en fait, avant que je me présente pour la première fois pour participer à une assemblée, je ne savais même pas il était où. Puis pourtant, c'est supposé être la démocratie d'une ville. Puis finalement, c'est au 3e étage, on entre dans une petite salle. On ne peut clairement pas accueillir 23 000 habitants. Donc, on voit que malheureusement, c'est pas fait pour accueillir autant. Puis il faudrait mettre plus au cœur la démocratie et la participation citoyenne. Donc ensuite, la problématique. Horizon 2035. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut interpréter de la COVID? Qu'est-ce qu'on a appris avec la COVID? Premièrement, on a l'importance du télétravail. Donc, on voit comment c'est important que de pouvoir avoir autour de chez soi plein de services, puis de pouvoir comme se divertir, aller marcher au parc, la marche est devenue très importante. Donc, on veut un environnement intéressant aussi. Et le commerce en ligne, je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû l'écrire. Parce que maintenant, tous nos achats, on les fait en ligne. On n'a plus besoin d'aller magasiner en réalité. On le fait pour le fun, mais on peut tous se faire livrer. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect. Ensuite, importance et autonomie de la ville puis l'économie locale. On le sait, là, je veux dire, c'était vraiment difficile pour les entreprises pendant la COVID. Donc, ça, il faut se préparer à ça pour qu'on être plus solide. Sinon, qu'est-ce qui arrive en 2035? On sait qu'il y a l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Donc, ça, c'est clair. Tout le gouvernement s'enligne vers ça, partout dans le monde, on s'enligne vers ça, réduire la place de l'automobile. Puis là, en fait, est-ce qu'on va plutôt tout remplacer ça par l'auto électrique? C'est une autre question. C'est sûr que faire ça, ça nous enlèverait pas les problèmes de trafic. Mais bon, peut-être que ça va modifier le comportement des gens puis les habitudes de vie des gens. Justement parce qu'on va avoir des infrastructures structurantes de transport en commun. Donc, le REM, qui va être bientôt prêt, que je vais peut-être pouvoir aller de chez moi à Polytechnique en moins de 1h40. Enfin, ça va être très direct. Puis aussi, le Léo, qui va nous permettre d'être reliés, donc tout sur le bord du fleuve. Non, pas sur le bord du fleuve, mais je veux dire de notre côté du fleuve, sur la rive sud. Peut-être sur Tachereau, il va y avoir un train électrique, un tramway. Jusqu'à Longueuil. Donc ça permet la circulation très efficace. Donc, il y a beaucoup de changements comme ça. Et la crise climatique encore plus urgente. C'est sûr que c'est vraiment un facteur important, ça. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'on doit changer notre mode de vie, on doit réduire notre empreinte écologique. Ça va être quoi dans 15 ans? Ça va être encore plus urgent. Puis en fait, un aspect qui est vraiment difficile pour nous de changer notre empreinte écologique, c'est notre mode de vie. Justement parce qu'on vit dans une ville qui n'a pas été pensée au début pour faire face à des enjeux comme ça. Donc, notre forme urbaine, on dépend de la voiture beaucoup. Donc, si on avait une occasion de changer ça, notre mode de vie, puis de l'orienter vers quelque chose de plus écologique, ça serait vraiment idéal pour l'environnement. Mais bon. Ensuite, population en croissance. Déjà, aujourd'hui, on a une crise du logement. C'est tellement difficile de s'acheter
de se louer des condos à Montréal. Maintenant, apparemment, c'est vraiment encore plus difficile de s'acheter juste une maison individuelle sur la rive sud. Donc, ça va être quoi? Comment qu'on va réussir à accueillir tous ces gens-là qui vont arriver parce que la population, elle va grandir. Donc, ça, de toute façon, la Ville a déjà des obligations de densifier, des choses comme ça. Elle a des obligations de mettre plus de logements. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ensuite, développement durable urbain des villes voisines. Là, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai été voir un peu les tendances autour, OK? Donc, Candiac, qui ont des beaux nouveaux projets, ça a l'air très innovateur, très axé sur le développement durable, un peu plus transport en commun. Même chose pour Longueuil, Brossard, plusieurs projets de parcs urbains, choses comme ça. Vraiment très intéressant. Puis nous, où est-ce qu'on va se situer par rapport à ça? Est-ce qu'on va être en avance? Est-ce qu'on va suivre le rythme ou on va être en retard? Comment qu'on va s'adapter justement à ça? Puis encore à propos d'une ville voisine, Brossard, elle va probablement accueillir un nouveau campus universitaire. Donc, puis on sait qu'une université, ça a beaucoup d'impact sur sa ville. Donc, ça attire des nouvelles personnes, des nouveaux types de personnes et des entreprises qui vont s'installer autour des commerces, etc. Beaucoup de vie. Puis, on peut justement s'imaginer quel impact ça va avoir sur nous, puis qu'est-ce qu'on veut que notre ville devienne par rapport à ça. Oups, ah oui. Donc, en bref, les besoins de la prairie sont améliorer notre économie locale, renforcer notre sentiment d'appartenance, la participation citoyenne, bien sûr. On veut une nouvelle forme urbaine ou adapter notre forme urbaine pour accueillir à la population croissante tout en limitant l'étalement urbain parce que justement, on ne veut pas continuer la déforestation, on veut protéger la nature. Ensuite, on va encourager la mobilité durable et un milieu de vie qui favorise justement les habitudes de vie saines et écologiques, bien sûr. Et on a besoin de nouveaux espaces publics et services publics adaptés à nos besoins d'aujourd'hui. Donc, bon, laisse-moi juste prendre une petite gorgée. OK. Donc, on arrive à la solution. Quelles options, avant de vous dire c'est quoi la solution que j'ai pensée, pour nous, je vais vous dire c'est lesquelles options qu'on doit absolument éliminer. Mais là, je veux dire, par rapport à nos principes qu'on a déjà établis qu'on devait prendre, par rapport à mon jugement, par rapport aux besoins, choses comme ça, il y a des extrêmes qu'on ne peut pas faire. Premièrement, un quartier résidentiel traditionnel. Je vous l'ai bien défini, je pense qu'on s'entend là-dessus. Faire au complet un quartier résidentiel traditionnel, c'est tout, là, ça n'a pas de sens parce que ça ne va rien apporter de nouveau, ça ne va pas changer nos milieux de vie, puis ça ne va pas non plus répondre à nos besoins. On a plein de besoins, ça ne va pas être répondu. Donc, non. Ensuite, seulement un grand parc naturel. Ça, je l'ai mis exactement parce que c'était ça ma vision au départ. Il y a 2 ans, c'est ça que je me disais. Je me disais, hey, j'aime tellement ça la carrière, je veux un grand parc. Mais après, j'ai étudié le développement durable urbain, puis je me dis, il y a tellement de nature autour. Pourquoi qu'on ne protège pas la nature autour à la place de faire pousser un parc? Mais bon, justement, ça va pas. On a des obligations de densifier et d'acheter des logements. Pourquoi qu'on ne le ferait pas au centre de la ville au lieu qu'à l'extérieur de la ville? Ça, pour moi, c'est évident, là. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un parc quand même, là, puis un grand parc quand même. Mais bon, pas seulement un parc. Ensuite, un niveau 10-30. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y en a déjà un 10-30. Puis ça encourage juste la voiture, ça encourage la surconsommation. C'est pas adapté, il y en a un juste à côté. Pourquoi qu'on en ferait un? Je pense pas que ça répond vraiment à nos besoins. Donc, je vous répète la vision. Redonner vie à notre ville en attirant nos propres citoyens chez nous. Donc là, on avait dit pouvoir s'amuser à la prairie, acheter, travailler, étudier et vivre à la prairie. Ensuite, faire de la prairie une ville belle, innovatrice, exemplaire pour le développement durable, la prairie qui va nous rendre fiers. Donc, c'est quoi nos objectifs? On veut répondre à nos besoins pour aujourd'hui, pour les générations futures. C'est une opportunité en or qu'on a. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais on a 1 kilomètre. C'est tellement parfait comme condition de construction d'un aménagement, en fait, parce qu'on a totalement une page blanche. On a un quartier directement au centre d'une ville. On a plein d'opportunités. Puis pourquoi qu'on n'en profiterait pas? Pour répondre à nos besoins, pour s'assurer et planifier
qu'on a une bonne qualité de vie pour le futur. En fait, pour les générations futures. Parce qu'il y a l'aspect de l'innovation ici. Innover aujourd'hui, on peut avoir des idées que, en regardant autour de nous, on trouve nouvelles. Mais dans 15 ans, là, ça va être quoi les idées nouvelles? Ça va être quoi les vrais nouveaux besoins qui vont être apparus? Bon, je veux dire, le téléphone cellulaire, là, c'était pas apparu. Ah, merci. J'ai un verre d'eau qui est arrivé. Donc, le cellulaire, là, en fait, c'est arrivé tout d'un coup, puis ça a changé notre mode de vie. Donc, comment qu'on peut anticiper qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? Et justement, innover pour dans 15 ans, mais encore plus, ça va être quoi les besoins dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Parce qu'il y a des gens qui vont vivre là longtemps. Puis, si on veut quelque chose d'innovateur, il faut quelque chose d'innovateur qui va vraiment se démarquer au moment où il va être construit et plus encore. Donc, je vous présente une liste de concepts que je vais vous pitcher pour vous construire une vision, justement la vision que j'ai dans ma tête. Vous allez voir, je présente ça rapidement. Donc, un complexe démocratique, institutionnel, professionnel, innovateur. Donc là, essayez d'enregistrer vraiment les mots, les concepts, puis ça va construire votre vision au fur et à mesure. Okay? C'est quand même beaucoup, mais vous allez voir. Une vie commerciale, culturelle, colorée. Un parc central avec un mode de vie actif en contact avec la nature. Ensuite, la densité et la mixité, bien sûr, pour un milieu de vie de qualité. Ensuite, la fin du règne de la voiture. Donc, des rues où le piéton est roi. Une ville belle à échelle humaine, priorité, bien-être des citoyens. Un écoquartier vert basé sur l'innovation écologique. Et une alimentation saine à portée de la main. Donc, je commence. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup, justement, parce que c'est quelque chose qui donnerait un plus un aspect emblématique à notre projet. En fait, je vous invite à regarder les deux images. Okay? On a l'Opéra Snoita d'Oslo, en Norvège, et la bibliothèque éco-énergétique Net Zero de Varennes. En fait, justement, c'est par rapport à l'énergie, sa consommation d'énergie qui est Net Zero. En fait, ces deux bâtiments-là, question en commun, vraiment, c'est des centres culturels. Un, que c'est un endroit, un opéra. Il accueille plein de spectacles, choses comme ça, des événements. Ensuite, il agit aussi un peu comme une place publique. C'est vraiment intéressant. Aussi, le deuxième, à Varennes, c'est plus près de nous, est la bibliothèque. C'est un lieu culturel. Donc, les deux, c'est des lieux culturels avec une architecture innovante qui est marquante. Ces deux endroits-là, il y a eu un impact très positif sur leur région, leur ville. Et c'est ça que moi, j'imagine. J'imagine justement un centre culturel avec une architecture innovatrice qui serait emblématique pour notre ville. Puis justement, auquel pourraient s'agglomérer des espaces pour les professionnels, des espaces de co-travail, parce que ça va être un environnement vraiment très intéressant. Probablement qu'un centre culturel aussi marquant avec bibliothèque, salle de conférence, salle de réunion, salle de spectacle, ça pourrait justement avoir un impact comme un peu un endroit universitaire. Ça attire des entreprises, choses comme ça, autour, un monde plus professionnel. Je pense que ça serait très pertinent pour nous. Ensuite, l'aspect démocratique. C'est pour ça que je vous ai parlé justement de l'hôtel de ville tantôt, parce que regardez cette image-là, Israelplatz à Copenhague. On a une grande place publique, justement juxtaposée à un parc. Je vais vous ramener l'idée tantôt, OK? Là, on peut organiser plein d'événements, vraiment quelque chose de central où est-ce que toute la ville peut se rassembler, faire des événements. Et juste en face, on aurait un nouvel hôtel de ville avec une belle architecture, quelque chose d'attrayant, de central, qui montre justement qu'on est tissé serré à la prairie entre justement la municipalité et les citoyens, que c'est au cœur de nos priorités, la démocratie. Ensuite, milieu de vie et éducation repensée. On a l'opportunité justement de construire plein de choses comme ça qui vont de répondre à plein de besoins des citoyens, dont des écoles. Donc, pourquoi on ne repenserait pas la façon de s'organiser? Ça peut être le côté éducatif, bien sûr, mais là, vu qu'on parle d'aménagement, pourquoi pas repenser le paysage, l'environnement qu'on crée, donc l'aspect plus comme urbanistique, architectural des écoles. Ça aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, que ce soit on peut accueillir des CPE, puis repenser comment ça fonctionne, autant aux écoles primaires, secondaires, c'est nécessaire, dépendamment des besoins des commissions scolaires, probablement.
Ensuite, OK, ça aussi, je vais vous donner une image, OK? Avec le commerce en ligne, justement, on n'a plus besoin d'acheter, on n'a plus besoin d'aller vraiment magasiner pour des biens. Donc, c'est ça, on n'a plus besoin d'acheter pour des biens. Donc, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est vraiment un endroit où est-ce que les gens sont attirés et parce qu'ils peuvent avoir une expérience. On leur fait vivre une expérience. Donc, c'est vraiment la thématique de divertissement, loisirs et culture. Donc, tous les petits commerces de petite surface. Donc, pas de Costco, là. Aucune chance qu'il y ait un Costco. Donc, on sélectionne vraiment. Puis, les commerces de petite surface, justement, ils peuvent accueillir des artisans, de l'alimentation locale spécialisée, des startups aussi parce qu'on veut encourager l'entrepreneuriat local et des initiatives écolo, c'est sûr. Donc là, le but, c'est créer une expérience. Donc, tout ce qui est nouveauté écologique, bien sûr, parce qu'on veut favoriser, encourager un mode de vie sain écologique par notre quartier. Mais c'est ça, on veut faire promouvoir justement l'idée de passer du temps de qualité. Donc, on vend une expérience et non des biens. On veut se sortir de la surconsommation. Ensuite, les poumons près du cœur, un parc central. Ça, je trouve ça génial, en fait. Moi, je le vois vraiment dans ma tête. Le centre culturel, tout vitré, avec une vue sur le parc, avec un grand lac. Donc, un parc boisé, avec un lac, avec une plage. Et là, on peut se promener dans le parc boisé. C'est sûr qu'il peut y avoir des sections gazonnées au parc pour qu'on joue au football, au soccer, etc. Aussi, un aspect que je vois, c'est que ça serait comme un peu en s'inspirant des jardins de Tivoli de Copenhague. Là, je ne veux pas vous induire en erreur. Les jardins de Tivoli, même si le nom est comme ça, c'est un parc d'attractions. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que là-bas, il y a une section que c'est vraiment un parc avec des grands arbres, tout illuminé, puis c'est vraiment une atmosphère féerique. Je me dis que possiblement qu'on pourrait reproduire ça, soit à certains moments dans l'année, dans notre parc, mais aussi pour que le soir, ça soit illuminé, puis qu'on se sente en sécurité quand on se promène dans le parc, choses comme ça. Puis en fait, des bienfaits que le parc pourrait apporter, justement d'apporter une plus-value par rapport à tout ce qui va le côtoyer, mais aussi pour faire une distinction entre le haut de la carrière et le bas de la carrière. Donc le haut, ça serait plus l'animation, le commercial, le démocratique, plus animé, plus vivant. Et au bas, ça serait plus tranquille, paisible, donc le résidentiel. Puis ça va permettre vraiment de faire la distinction entre les deux. Donc ensuite, installation sportive et espaces de plein air. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais justement, je pense qu'on a plein de sentiers possibles dans le parc. On veut encourager le mode de vie actif. Terrain sportif, je pense que ça se concrétise avec Jean Lamennais, donc tant mieux. Mais l'idée que je veux juste ramener, c'est qu'on regarde justement St. Mary's. L'école St. Mary's a sa cour d'école sur son toit. Je pense que c'est vraiment innovateur comme idée parce qu'on utilise l'espace à la verticale. Puis au lieu de faire quelque chose de cimenté, on en profite parce que le toit, justement, ça devient un espace vert. Là, c'est gazonné, donc c'est relatif, là. Mais c'est ça. Ensuite, densité et mixité pour un milieu de vie de qualité. Donc, bref, il y a plein de moyens de rendre un milieu de vie de qualité, même s'il est dense, le rendre extrêmement convivial et accueillant et intime, malgré qu'il y ait plus de personnes. Puis ça, c'est par des techniques urbanistiques pour améliorer l'échelle humaine, la compacité, etc. Donc là, je vous présente 3 petits concepts de résidentiel et j'espère que je vais pouvoir un peu vous séduire, vous donner le goût d'habiter là. Okay? Donc, attends, juste retourner ici. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a en commun avec les 3 quartiers que je vais vous présenter? 3 types, c'est qu'il n'y a pas vraiment la voiture. La voiture est invisible. Invisible, je vais vous en parler plus tard. Okay? Donc, le premier quartier, c'est Langley, inspiré vraiment des pocket neighborhoods de Ross Chapin. C'est de la mini-maison. Ça peut être une architecture plus moderne, dépendamment de ce qu'on veut, mais aussi peut-être plus victorienne, plus style chalet, dépendamment de ce qu'on veut. Donc, une hauteur entre 1 et 2 étages, comme ça, et quelque chose de très compact, des espaces communs, mais quand même plus individuel. Mais c'est ça, avec beaucoup de verdure, forte présence de la nature. Ensuite, Fribourg. Ça, j'aime beaucoup ce quartier-là. En fait, ça, c'est des blocs plus en rangée qu'on aurait à 3 et 4 étages, ce qui n'est pas intimidant le tant que ça.
c'est quand même à échelle humaine, dépendamment des proportions. Puis entre les blocs en rangée, on aurait des grands espaces collectifs linéaires qui pourraient être adaptés selon les goûts des citoyens. Donc, aires de jeu, jardins communautaires, espaces de sport, choses comme ça. Puis quelque chose qui serait vraiment cool avec ce quartier-là, c'est que chaque personne aurait quand même son entrée individuelle. Donc, même si c'est au 4e étage, il y a une façon d'organiser l'espace puis de faire sentir que tu as ton espace à toi. Donc, que tu es dans l'intimité, justement. Ça aussi, c'est bien. Ensuite, Urestad. Ça, c'est inspiré justement d'une super belle œuvre architecturale de Björk Ingels à Copenhague, à Urestad. Dans le fond, le principe, c'est que même si on a des hauts, quand même une grande hauteur, chacun des résidents a son espace privé avec son petit jardin, son balcon, tout ça, et accès à une grande cour commune avec des services communs. Donc là, ils se partagent des salles d'invités, salles d'événements, salles de cinéma, salles de sport. Donc, plein de services intégrés qu'en vrai, on ne pourrait pas se financer si on était seul. Donc, c'est ça les bienfaits. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas la même hauteur. Là, on voit l'image, c'est très haut. Moi, je dis seulement 3 à 5 étages, qui est encore vraiment, je pense que c'est vraiment raisonnable. Et qu'est-ce qui serait aussi très bien? C'est qu'on aurait de la mixité. Donc, au rez-de-chaussée, des petits commerces de proximité. Ça, c'est très intéressant parce qu'on ne le réalise pas, parce que c'est vraiment loin de notre mode de vie à nous. Mais ça veut dire que tu fais des crêpes le matin, tu as oublié d'acheter des œufs, ben, tu mets tes pantoufles, tu descends l'escalier, puis tu vas te chercher des œufs au magasin en dessous, tu remontes l'escalier. C'est ça, là. Puis dans le fond, ça fait que tout est à échelle humaine, à une bonne distance, puis ça rajoute vraiment à la qualité de vie. Encore une chose, on va avoir une cour intérieure, centrale, commune. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ensuite, la fin de la dépendance à la voiture. Là, j'ai pris une belle capture d'écran de la ville de la Prairie, d'une partie. Donc, ça, c'est la rue Jean-Baptiste Barin. Puis, je vais faire remarquer quelques petites affaires. Donc, on a la ligne jaune, 346 mètres, c'est 12 maisons. 12 maisons. Ça veut dire là, que quand tu es à pied, là, c'est extrêmement long parcourir tout le quartier pour te rendre au IGA. C'est pas faisable. C'est faisable, mais il faut être très courageux. Pour apporter son épicerie dans ses mains, donc non, ça n'encourage pas l'activité physique quotidienne. Ça n'encourage pas d'utiliser primordialement la mobilité durable. Aussi, je vais juste vous faire remarquer la largeur d'une rue. Dans une maison, dans une rue, il rentre une maison. Puis regardez, imaginez la quantité de maisons, juste pour voir la taille, la quantité de maisons qui rentreraient dans tout cet espace d'asphalte-là. Puis en fait, si on prenait cet espace d'asphalte, puis on le regroupait, puis on créait des espaces collectifs, ça serait incroyable en fait. Donc si on accorde moins d'espace à la voiture, ça a beaucoup d'impact. Puis aussi, je vous invite à compter le nombre de piscines. Les petits points bleus, là, ça aussi. Je ne vous les laisserai pas compter, mais il y en aura beaucoup. Puis ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de piscines individuelles. Pourquoi on n'investit pas ça dans des espaces collectifs? Bref. Donc, la fin de la dépendance à la voiture, ça, c'est vraiment le quartier que je vous propose. On va avoir une modification de la rue qui va rendre la voiture vraiment invisible, en fait. Fini les grands stationnements avec plein d'asphalte partout. Non. Il va y avoir de l'espace pour la voiture, mais la rue va être séparée vraiment très également pour donner autant d'espace à chaque type de mobilité. Puis aussi, le stationnement souterrain à grande échelle. Donc oui, presque tout, en fait, les stationnements seraient souterrains. Puis là, premièrement, on a l'idée qu'on a un quartier vraiment efficace, autonome, axé sur le transport en commun, donc on n'a pas tant besoin des autos. Mais si on a des autos, on les met où? Dans un grand stationnement souterrain à grande échelle. Puis là, je ne sais pas si vous êtes comme « non, ça se peut pas, non, parce que ça coûte cher, les stationnements souterrains. » Mais en fait, selon ce que j'ai demandé, OK, pourquoi ça coûte cher un stationnement souterrain? C'est parce qu'il faut creuser. Mais nous, on a déjà un trou. Donc, l'aspect creusé, on l'a déjà éliminé. Donc là, c'est l'aspect logistique, c'est sûr, ça prend des ingénieurs pour faire ça. Mais je veux dire, si on a un quartier de qualité innovateur, puis on veut mettre le paquet, c'est le temps là, de saisir l'opportunité de faire quelque chose d'incroyable pour nos générations futures. Puis ça compte pour rendre la voiture invisible. Possiblement qu'on pourrait utiliser le stationnement pour autre chose éventuellement, si la voiture vient moins utilisée. Puis, entre autres, justement, on va encourager l'utilisation
de ne pas avoir de voiture parce qu'on aurait une station de communauto qui permet d'utiliser la voiture quand tu veux, mais que c'est pas toi qui en as t'occuper, pas besoin de t'occuper de l'entretien. Tu l'utilises juste pour ton kilométrage. Ensuite, rue où le piéton est roi. Donc, oui, on pourrait s'inspirer de Church Street à Burlington, une grande rue d'allées comme ça, avec des petits commerces, des artistes qui font de l'animation. Très intéressant, très pittoresque. Puis aussi de la rue San Juan à Barcelone. Puis ça, juste pour vous faire remarquer, c'est un très grand boulevard, très important boulevard à Barcelone. Je sais pas, là, on voit pas beaucoup de voitures sur la photo. C'est parce que il y a vraiment pas beaucoup de voitures à Barcelone, même s'il y a tellement de monde. Puis regardez la largeur de la rue, c'est un très grand boulevard, et pourtant, il y a 2 tiers de la rue qui est donnée aux piétons. Puis justement, ça incite les gens à marcher. Et ça a un incroyable effet sur la qualité de vie à Barcelone. Si ça vous intéresse plus, je pourrais vous en parler plus, mais c'est ça. Ensuite, ville à échelle humaine. La beauté, l'architecture, la nature, c'est sûr qu'il faut que ça fasse vraiment partie de notre quartier. Puis là, je le mets à la fin, mais en vrai, c'est partout dans notre quartier, dans les lieux résidentiels. On fait de la verdure dans le commercial, dans nos lieux institutionnels. C'est supposé être partout la verdure. Même chose pour l'architecture. On veut soigner l'architecture, que ça soit innovateur, attrayant pour l'œil, qu'il y ait une bonne diversité du bâti pour que ça nous invite justement à marcher dans la ville. Même chose, et on veut s'assurer du bien-être. Une belle beauté, une belle présence de la nature, ça assure le bien-être des citoyens. Ensuite, dernier point de ma liste, c'est un écoquartier vert avec une alimentation saine à portée de main. Donc, OK, première chose, ça, je trouve ça vraiment très cool. Regardez l'image 44, donc à gauche. OK? On voit genre un parc avec des arbres, on voit comme des petits points qui marchent, genre des personnes. Mais en vrai, ça, c'est un centre commercial. C'est un centre commercial, là. Ça pourrait être genre le 10-30, mais sans voiture, puis avec des parcs sur le dessus. Donc, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose comme ça? Il y a tellement d'innovations qu'on peut faire, puis je pense que c'est une belle opportunité. Même chose pour agriculture urbaine, pour l'autonomie alimentaire, OK? Donc ça, c'est vraiment cool, en fait. C'est Todmorden, en Angleterre. En fait, on a plein de jardins communautaires gratuits. Donc, c'est comme une façon de démocratiser l'alimentation saine. Tous les citoyens peuvent se servir à volonté. Donc, on pourrait avoir quelque chose du genre aussi. Ça serait très intéressant. Donc, comment je vous résume les points? Donc, on a notre quartier avec notre bibliothèque, notre centre culturel qui a une vue sur le lac avec le parc boisé, avec notre place publique, avec un hôtel de ville, avec des entreprises et professionnels, espaces de co-travail autour qui s'agglomèrent et des commerces axés sur l'expérience encore. Donc, thématiques, nouveautés, loisirs, culture, etc. Et ensuite, en rose, sur le côté, on a notre type de résidentiel mixte, donc avec du rez-de-chaussée qui s'intègre bien à l'institutionnel, au commercial, mais plus dense. Ensuite, en bleu sur le côté, tout à droite, c'est des infrastructures de sport. Là, je les ai associées vers Jean Lamel, comme j'ai assumé ça. Sinon, en jaune, on a Fribourg. En bas, plus bas, Langley, notre autre quartier de mini-maison. Puis, j'ai comme placé un corridor de verdure entre les deux pour comme laisser respirer les gens de l'ancien quartier. Donc, je vais juste finir avec ça. Bilbao, la Renaissance. C'est ça l'inspiration que je voulais vous montrer. En fait, parce que cette ville-là, elle a tellement de points en commun avec la prairie, puis justement, elle a subi tout récemment une grande renaissance, puis est devenue incroyable comme ville. On appelle ça justement l'effet Bilbao. En fait, c'est une ville en Espagne, juste mentionné. En fait, c'est une ville portuaire, comme nous, très industrielle, très forte économique, avec beaucoup d'animation, beaucoup de vie. Puis, il y a eu des inondations monstres. Je trouve ça drôle parce que nous aussi, on a eu des inondations aussi à la prairie, souvent. Les inondations monstres qui ont beaucoup détruit. Il y a eu une crise économique intense. Puis, ça a perdu la vitalité que cette ville avait. Puis, en fond, la technique qu'ils ont utilisée, c'est la municipalité tout récemment s'est pris en main. Puis, avec un partenariat public-privé, ils ont agi super vite et en collaboration. Puis ça a été la clé.
En fait, ils ont revitalisé tous les anciens lieux industriels abandonnés, comme la carrière. OK? Ils ont tout pris ça, puis ils ont transformé en espace public pour créer de la beauté dans la ville, puis ils ont tout relié les lieux d'intérêt, puis c'est devenu une ville idéale pour l'architecture toute admirée dans le monde. Donc oui, si on voit grand, puis on va jusqu'au bout de nos projets ambitieux, ça marche. Puis quel que soit son état, une ville peut renaître. Donc, même si vous y croyez pas à toutes mes idées grandes, là, oui, on peut faire ça pour la prairie. Donc, il suffit juste d'y croire et de travailler ensemble en collaboration. Donc, je vais juste vous répéter mes idées rapidement. Donc, le complexe démocratique, bibliothèque, etc. Ensuite, vie commerciale, culturelle et colorée. Parc central pour un mode de vie actif en contact avec la nature. Densité mixité pour la milieu de vie de qualité. Fin du règne de la voiture, rue où les piétons sont rois. Ville, belle échelle humaine pour le bien-être des citoyens. Éco-quartier vert, alimentation saine à portée de la main. Quelque chose clairement qui pourrait nous rendre fiers. Donc, pour nous, aujourd'hui et surtout pour les générations futures. Donc, avez-vous des questions? Merci beaucoup, Mme Desilets. Là, vous faites ma job, là, si vous demandez aux gens s'ils ont des questions, ça, c'est ma job. Écoutez, désolée. Je ne commenterai pas votre présentation parce que je me garde de commenter les présentations de tout le monde, mais je pense que personne ne va m'en vouloir si je salue votre énergie, votre passion et votre dynamisme. C'était très inspirant. Alors, j'ai des questions qui commencent à fuser. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, par exemple, mais on va en prendre quelques-unes. Frédéric Legault, une question de fond. Comment penses-tu convaincre la population avec ce projet? Je suis sûr que beaucoup de gens ont peur de quitter leur mode de vie actuel. Et quels moyens comptes-tu utiliser pour pousser ton projet à la réalisation? OK. C'est sûr que, justement, ce projet-là, je le sais, c'est un gros changement de mentalité. Parce que là, j'arrive avec une critique de notre ville qu'on aime, que j'aime ma ville aussi. Puis je sais que c'est beaucoup de nouveautés, mais des fois, c'est ça que ça prend. Puis il faut y croire parce que je sais pas si ça vous a impressionné, mais moi, ça m'a impressionné justement de voir comment qu'on a de possibilités puis tout ce qu'on peut faire avec notre ville. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous de changer notre ville. Puis là, vous vous dites justement comment que vous pensez convaincre. En fait, ça a l'air un peu comme si ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile parce que justement, les gens sont pas habitués. Ils n'imaginent pas l'ampleur que ça peut avoir. Puis qu'est-ce que la prairie peut réussir à atteindre comme image, comme vie. Comment je vais réussir à faire ça? Je veux dire, ça dépend de la motivation de tous. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'il faut changer notre mode de vie? Est-ce qu'ils sont convaincus de la crise climatique qui s'aggrave justement par nos habitudes de consommation, nos habitudes de mobilité, notre mode de vie axé sur la dépendance à la voiture? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Ça va être difficile de convaincre tout le monde, mais c'est ça. Merci beaucoup. J'ai une question de Maude. Chère jeune femme inspirée, j'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée pour l'ensemble des Laprairiens d'établir des cours intérieures exclusivement réservés aux locataires des immeubles que vous nous avez présentés. Quoi la valeur ajoutée des cours intérieurs? OK. Je comprends très bien la question. En fait, les cours intérieurs, en fait, c'est... Imaginez-vous votre cours. Je ne sais pas si... Je ne vous connais pas, Maud. Je ne sais pas si vous habitez plus dans un appartement locatif ou une maison individuelle. Il y en a à la Prairie, tu sais, de tout. Mais moi, j'ai ma cour intérieure en arrière. Et j'ai mon espace, ça me fait du bien, comme d'être tranquille, d'avoir mon espace à moi. Je pense que c'est essentiel, ça, pour l'intimité. Puis, justement, on peut aller chercher cette intimité-là dans un espace collectif, mais plus réduit à comme de la grande famille, par exemple, les gens qu'on connaît, parce qu'on cohabite avec eux dans notre petite communauté, donc notre bloc appartement, choses comme ça. Je pense que c'est tout à fait raisonnable de demander ça. Puis ça garantit un espace privé, relativement privé, justement, pour tous les résidents, sans que, justement, le reste des citoyens, les 23 000 habitants, viennent comme marcher dans leur cour. Merci beaucoup.
J'avais M. Simon Deschamps qui avait levé la main, mais il a baissé la main. Alors, je lui dis que s'il veut poser une question, il est toujours le bienvenu. J'ai d'autres questions. Simon Métayer, afin d'atteindre les objectifs de densification par hectare sans sacrifier la qualité de vie, l'écologie et la nature, serait-il possible d'intégrer majoritairement quelques condos multi-étages et une majorité de mini-habitations? Ça, c'est sa première question. Puis, un bâtiment pourrait-il prendre l'allure de l'ancienne bâtisse de la briqueterie à titre de rappel du patrimoine? Excellente présentation, dit-il aussi. Alors, il y a deux questions. OK, ben j'ai compris les deux questions. Premièrement, je vais aller tout de suite au bâtiment du patrimoine. Justement, j'avais pensé à ça, puis je trouve que c'est tellement une bonne idée, justement, qu'on va chercher le patrimonial. Parce que, oui, on pourrait aller chercher dans l'architecture. J'ai pensé possiblement que l'hôtel de ville, ça pourrait être là qu'on va chercher l'architecture. Donc, l'aspect comme historique, identitaire, qu'on viendrait... OK, j'ai pensé à quelque chose, justement. C'est, imaginez, l'hôtel de ville va, selon ma vision, serait à proximité du complexe culturel avec l'architecture innovatrice. Là, en fait, je me rappelle une citation de La Prairie, un des projets à La Prairie qui avait un slogan qui était « Guidé par le passé, tourné vers l'avenir ». Puis je trouve ça tellement marquant. Guidé par le passé, tourné vers l'avenir, on pourrait justement faire cohabiter des aspects plus patrimoniaux, historiques, donc pour notre identité de la Prairien, et tourner vers le futur, donc l'architecture innovatrice. Peut-être que justement, on pourrait faire ça là. Excusez, je réponds lentement, là. Mais ensuite, l'autre aspect, c'est pour la densité. En fait, j'ai pas beaucoup passé de temps pour expliquer mes différents types de résidentiels. Là, vous avez proposé mini-maison qu'on en ferait beaucoup plus versus plus de hauteur dans qu'est-ce qui est dense. Mais moi, je suis plus tournée vers un équilibre, vers quelque chose de graduel. Puis, je pense que même si on n'a pas beaucoup de mini-maisons, il y a tellement à découvrir dans les multilogements qui sont de qualité. Puis, puisqu'on a tellement de temps pour les planifier, c'est vraiment une superbe opportunité, là. Vu qu'on a du temps, on peut s'assurer que qu'est-ce qu'on va faire va être de qualité selon nos critères. Puis nous, les citoyens qui sommes ici, on peut imposer nos critères puis s'assurer que ça va être respecté. Puis là, pourquoi je dis ça, c'est que vous allez sûrement découvrir comme moi. Moi, je vis dans une maison individuelle avec ma cour, ma piscine. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore mieux, même si j'ai pas ma maison individuelle. Donc là, peut-être que ça les ferait justement de ne pas avoir des maisons individuelles, mais je pense qu'il y a beaucoup à découvrir. Merci. J'ai une autre question. Je soulève pas plusieurs commentaires positifs que je reçois, là, mais je vous dis quand même qu'il y en a beaucoup qui saluent votre présentation. Il y a Mme Danielle Pelletier, qui était notre présentatrice de tout à l'heure. As-tu d'autres exemples d'architecture d'habitation urbaine écologique dans le monde? Il y en a tellement partout dans le monde. En fait, là, OK, ben c'est parce que je pouvais en nommer, mais j'avais pas préparé de diapositive pour ça. En fait, parce que je m'étais concentrée vraiment sur Langley, les maisons, Fribourg, donc l'écoquartier de Vauban en Allemagne, qui est vraiment, il y a beaucoup de prix là-dessus, d'architecture et de développement durable, et le quartier d'Eurestad et Barcelone. Donc, ces trois modèles-là, c'est vraiment des super bons exemples de qualité. Il y a beaucoup on pourrait en parler vraiment plus longtemps là-dessus. Si vous voulez que, éventuellement, dans une prochaine étape, j'aille apporter d'autres exemples, je pourrais faire ça si vous voulez. Merci beaucoup. Merci, Mme Desilets. Je n'ai pas d'autres questions, mais il reste une couple de minutes. Alors, comme je vous ai dit, j'ai reçu plein de commentaires. Ah, ben, j'en ai une question, celle de Mme André Gendron. Okay. Vous avez, qui est notre présentatrice de la semaine prochaine. Alors, vous avez évoqué votre enfance où vous alliez chercher des fossiles dans la carrière. Comment ce patrimoine serait valorisé dans votre projet? Dans votre plan, les habitats de rainette-faugrillon, espèces menacées, se trouvent complètement enclavés par le développement environnant. Comment comptez-vous assurer leur pérennité? Alors, deux questions. Pour répondre à la question, en fait, en fait, c'est que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont apporté plein de points différents, des points super importants. Puis là, moi, je suis arrivée à la présentation. J'ai pas fait l'assemblage de tous les trucs. Je vous ai présenté qu'est-ce que moi, je vais apporter au projet. Puis justement, chacun des présentateurs, je trouve qu'ils ont déjà donné des super bonnes idées.
Donc, Luc Poirier a apporté des bonnes idées il y a plein de choses que j'ai aimées là-dedans. Daniel Pelletier aussi a apporté vraiment, il y a des choses qui ont des points en commun avec ce que j'ai apporté, mais aussi plein de nouveaux aspects, surtout une vision différente, plus sur la logistique, la construction. Puis je suis sûre que vous, madame, vous allez apporter plein de différents aspects. Peut-être que justement, le musée d'évolution, ça serait quelque chose qui s'appliquerait aussi dans mon affaire. Je veux dire, tous les projets qu'on apporte, c'est pas le projet final, c'est une collaboration. C'est sûr que moi, si l'ensemble des citoyens est d'accord pour prendre cet assemblage avec l'ensemble des idées que je propose, tant mieux. Mais je pense qu'il y a plein d'idées qui pourraient apporter encore plus et rendre ma proposition encore plus incroyable. Donc, c'est ça. Et sur la question des habitats des rainettes faugrillons qui se trouvent enclavés. Ça, j'avoue, je suis pas experte. Je connais pas ça. Donc, moi, je laisse le travail à ceux qui sont experts là-dedans. Merci beaucoup. Alors, il me reste encore une petite minute s'il reste des questions. Je reçois des commentaires, mais Non. Alors, je garde ça pour le débat plus tard. Je vais avoir lu, je vous le rappelle. Oui, allez-y. Allez-y. Premièrement, juste rappeler, il me reste comme 15 secondes. C'est une opportunité. On a une page blanche, une opportunité en or de tout refaire, de planifier à l'avance et d'innover. Ensuite, je pense que c'est une responsabilité qu'on a de saisir l'opportunité pour répondre à nos propres besoins et de s'assurer que les générations futures vont avoir la meilleure qualité de vie possible. Merci beaucoup, mais il vous reste encore une minute. Puis j'ai une question de M. Métayer. Puisqu'il est connu que les îlots de chaleur sont une conséquence directe de la densification, croyez-vous que ce projet les réduira? En fait, ce qui me fait penser tout de suite à îlot de chaleur, c'est la carrière. Je pense que quelque chose, donc le fait tout de suite qu'on aille ajouter de la verdure, oui, des bâtiments, mais de la canopée urbaine, beaucoup de verdissement, c'est sûr que ça peut contribuer parce qu'en fait, peut-être que j'en ai pas assez parlé, mais pourtant dans ma tête, c'était évident. Les arbres, il faut qu'on en aille partout, justement en remplaçant l'espace qu'on accorde d'habitude à la voiture. C'est plein d'espace qu'on a pour verdir, pour planter des arbres, pour couvrir puis ajouter la présence de la nature dans nos villes. Puis justement, les arbres, ça a tellement d'effets comme des climatiseurs naturels, genre empêcher les inondations, choses comme ça, la rétention du sol. Puis justement, je pense que les arbres, ça va revenir l'équilibre entre les bâtiments, choses comme ça. Ça va faire clairement mieux que le trou qu'on a actuellement. Là. Alors, voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Mme Desilets, pour votre présentation, encore une fois, pour tout le travail et puis toute votre passion pour nous la présenter. Je suis sûr on était tout près d'une centaine aujourd'hui. Participants ont certainement apprécié à la fois votre présentation et celle de Mme Danielle Pelletier, que je remercie aussi. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons 2 autres présentations. M. le maire vous en a parlé tout à l'heure en vous souhaitant à tous d'être présents largement pour continuer ce débat public très intéressant et passionnant. Alors, moi aussi, je serai avec vous, c'est mercredi prochain. Donc, je vous rappelle de le mettre à l'agenda, d'en parler à vos voisins. Je vous rappelle aussi que ces séances sont enregistrées. Alors, si vous avez des gens qui ont manqué celle de ce soir ou celle de la semaine passée, vous pouvez déjà retrouver celle de la semaine passée sur le site et dans les prochains jours, celle-ci aussi sera enregistrée et déposée sur le site. Alors, il me reste à vous remercier tous et toutes pour cette belle soirée et puis vous dire au revoir et à mercredi prochain. Alors, merci à tout le monde de votre participation.